Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être là. On parle un peu de politique quand même, on commence par là. Il n'y a pas de majorité absolue, ça vous l'avez vu. Le président réélu, il va avoir du mal, on se dit, à faire passer ses réformes. Vous redoutez une France qui serait à l'arrêt, qui serait ingouvernable et une dissolution à moyen terme? C'est pas inéluctable ou c'est Alors, d'abord, sur la France ingouvernable, elle était déjà assez ingouvernable avec une majorité absolue. Comme je dis souvent, depuis en fait, l'automne 2018, il n'y a plus eu aucune réforme d'envergure en France. Bon, il y a la crise sanitaire en même temps, ça ne vous a pas échappé. Hein. Non, mais il y a eu d'abord le mouvement des Gilets jaunes. Oui, Gilets jaunes d'abord et ensuite qui n'est pas parti de la politique, qui est parti du terrain. Un certain nombre de frustrations, de colères locales, agrégées, qui ont débouché sur des phénomènes d'émeutes en novembre-décembre 2018. Voilà, il y a eu ça. En 2019, la vie est redevenue plus ou moins normale, et il y a eu une réforme des retraites qui a patiné pendant plusieurs mois et qui a débouché sur rien. Voilà. Et puis il y a eu la pandémie, la guerre d'Ukraine, etc. Finalement, depuis, il n'y a eu qu'une petite année, si je puis dire, de réformes sur le marché du travail, sur la fiscalité. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a eu la réforme de l'apprentissage, il y a eu quelques éléments. Mais qu'on ne me dise pas que la France va être particulièrement ingouvernable parce qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. La France est ingouvernable parce qu'il y a eu trop d'accumulation de frustration, d'angoisse, de colère de la part d'un certain nombre qui sont parfois contradictoires, d'ailleurs, soit dit en passant, et qui résultent fondamentalement des faibles performances macroéconomiques de la France et d'un certain nombre de frustrations. Voilà pourquoi la France est ingouvernable. C'est pas parce qu'on a 245 voix ou qu'on en aurait 289 à l'Assemblée siège. À l'Assemblée nationale, ça changerait pas grand-chose. Voilà, fondamentalement. Et ce qui est frappant, moi je trouve, j'ai regardé les grandes chaînes d'information après 20 heures, j'étais frappé quand même par le manque de recul d'un certain nombre de remarques de journalistes des grandes chaînes d'information. Ah, alors qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, mais enfin, la NUP a échoué. C'est ça la grande nouvelle, qui aurait pu amener un changement assez radical de la politique économique, qui n'ont que 131 sièges. C'est largement de la borne basse de tous les sondages qui étaient faits auparavant. Macron, bon, un peu en dessous, c'est vrai, de la majorité relative qu'on lui donnait, mais pratiquement plus personne ne croyait une majorité absolue dans la semaine qui a, entre le premier et le deuxième tour, des élections législatives. Enfin, résultat, on a 3 blocs aujourd'hui. Oui, mais en fait, la vraie nouvelle, c'est l'extraordinaire succès du Rassemblement national, qui s'est nationalisé, qui a franchi la contrainte du scrutin majoritaire à 2 tours, et surtout qui a fait exploser ce qu'on appelait le Front républicain. 3 événements majeurs. Avec quel impact économique, encore une fois, parce qu'au-delà de faire de la politique, en termes de politique économique, qu'est-ce qu'on peut attendre des mois, des trimestres, bien sûr, des années mais en termes de politique économique, fondamentalement, pour moi, ça ne change quasiment rien. Puisque vous me parliez de dissolution. Enfin, franchement, la dissolution... Il y a eu des dissolutions, je crois qu'il y en a eu 5 en France sous la Ve République, 5 ou 6, je me pose la question. Mais enfin, disons que le premier à l'utiliser, c'était le général de Gaulle en 1962, après l'initiative qu'il avait prise sur la réforme de la Constitution, notamment l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il y avait une opposition avec l'Assemblée nationale, puis il y avait le problème de la guerre d'Algérie, enfin la résolution de la guerre d'Algérie. Il a dissous et il a retrouvé une superbe majorité, ce qui n'était pas du tout prévu par les journalistes. À la fin du mois de mai 68, il décide Jacques Chirac n'a pas eu ce... Mais c'est pour ça, non, mais pareil. En 68, quand de Gaulle dissout après les événements de mai, on pense généralement, enfin dans l'opinion dominante journalistique, on pense que la gauche va faire une entrée magistrale à l'Assemblée nationale, puisque... En 97, ça se termine en cohabitation. Eh ben oui, non, mais c'est pour ça que c'est très... Enfin, ceux qui plaident pour la dissolution, ou qui pensent qu'il va y avoir dissolution, il faut une grave erreur. Parce que prévoir les conséquences politiques d'une dissolution, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. En tout cas, je note qu'en termes de politique économique, vous n'êtes pas plus inquiet que ça, puisque pour vous... inquiet, c'est-à-dire que je suis inquiet, la réforme des retraites est quasiment enterrée, c'est ce que me disait Jean-Marc Vittori, selon lui, hier. Oui, mais bien sûr. Toutes les réformes ambitieuses, on va dire, oui, sont enterrées, mais elles auraient pu être enterrées par la rue, par le lobbying ou par la pression, d'une manière générale. Même s'il avait eu la majorité. Il se passe quoi économiquement pendant 5 ans, là ?
Mais il va y avoir des budgets, des lois de finances qui vont être votées, hein, et qui vont être plus ou moins rigoureuses. Et si jamais ça passe pas, parce qu'en fait le vrai sujet c'est comment ça passe, il y a le 49.3 qui peut passer pour la loi de finances, pour une loi par an. Et puis voilà. Puis sinon, je pense qu'il y aura des alliances sur l'aspect économique, au moins ponctuel, avec une partie de la droite, et sur l'aspect sociétal, avec une petite partie de la gauche. À la Rocard. Voilà ce qui va se passer. Oui, plus ou moins à la Rocard. Mais donc Rocard avait quand même en 88-91, il avait quand même un déficit de majorité un peu plus faible que celui de Macron. Bon, on parle maintenant autre sujet, le gaz. On a Gazprom qui réduit, qui coupe. On a entre les deux ces livraisons de gaz à plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et l'Espagne. On se dit, mais Moscou se tire une balle dans le pied en se privant de recettes en faisant ça, non? Non, ils font pression parce que c'est une pression. Après, le pétrole leur rapporte plus, il faut le dire. Oui, et puis même le poids du gaz dans le PIB, dans la valeur ajoutée russe, est au moins 2 fois plus faible que le poids du pétrole. Voilà. Donc c'est moins important pour eux. Ouais. Donc ils peuvent faire pression. Alors ils font pression actuellement en plus sans conséquences directes parce que la consommation de gaz au mois de juin est quand même relativement faible. Donc c'est plus des avertissements que Gazprom lance à l'Union européenne, je pense, hein, avant la reprise de l'hiver. Parce qu'à la reprise de l'hiver, enfin, la consommation commence à remonter à la fin septembre, octobre, novembre, etc. Ouais. Là c'est plus difficile parce que si jamais on a un déficit vraiment physique, à ce moment-là... Il y a le stockage entre-temps, il y a du stockage qui est fait. Oui, mais fondamentalement, alors tout dépend des températures, etc. Mais fondamentalement, aujourd'hui, nous, on a bien fait l'étude, compte tenu de l'augmentation des stocks qui nous sont venus, même du LNG, etc., américain. Du gaz naturel liquéfié. Voilà. Et même en allant pomper la Norvège, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, on a même regardé l'Angola, enfin, on a regardé tout un tas de trucs, le Qatar, etc. On a du mal à combler quand même, hein, si jamais coupait totalement. Mais par rapport à votre remarque, je voudrais dire que déjà, la décision a été prise par la Fédération de Russie de couper définitivement le gaz à un certain nombre de pays. La Finlande et la Suède qui ont décidé d'adhérer à l'OTAN. Il y a eu le Danemark, il y a eu la Bulgarie, la Pologne. Donc ils avaient déjà décidé de couper. Là, ce qu'ils font, c'est des pressions. Mais ils le faisaient déjà avant la guerre. Hein. Des pressions sympathiques. Sympathiques, oui. Je ne sais pas si le terme est approprié. Non, mais c'est sympathique au sens où ils ne coupent pas définitivement. Ils lancent des avertissements, des warnings. Ouais. Voilà. Ils disent, si vous continuez... En gros, je pense que le discours de Poutine, implicite, c'est de dire, si vous continuez à livrer des armes lourdes à l'Ukraine, il faut vous attendre à... Donc vous générez plus de difficultés, donc il faut vous attendre à des décisions plus dures. Qu'est-ce qui se passe si, d'ici l'hiver prochain, la Russie coupe le gaz ? Écoutez, c'est simple. Avant la guerre, le gaz naturel russe, c'est 45% de nos besoins. Ouais. Donc vous imaginez, pour l'Allemagne, c'est beaucoup plus, etc. Ouais. Donc nous, on a bien regardé. Hein. On peut remplacer ou pas ? Non, pas totalement. Norvège, Azerbaïdjan. Amérique. Oui, LNG américain. Dont les volumes de livraison ont explosé. Hein. Oui, alors là, les exportations, effectivement, pour eux, c'est bingo, si je puis dire, de ce point de vue. Ça nous aide aussi en même temps. Oui, il y a l'Algérie, mais alors l'Algérie, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont des relations diplomatiques avec la Russie qui les mettent un petit peu sous pression. Mais le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. On n'a pas. Et donc, il se passe quoi concrètement ? Deux choses. Notamment en France. C'est pire en Allemagne, parce qu'en Allemagne, pour le coup, le prix explose, et donc ça favorise en soi de la destruction de demande. Le prix du gaz naturel explose. Puis il y a un moment donné. Mais qui doit réduire sa consommation de gaz ? C'est nous, pour nous chauffer, on va grelotter. C'est les sites industriels. L'essentiel des applications est domestique sur le gaz. C'est 45%, c'est du domestique, c'est du chauffage. Les applications industrielles, ça concerne surtout certaines industries de matières premières, le sucre, etc., qui utilisent le gaz comme bien intermédiaire. Mais là c'est principalement les applications domestiques. Et donc, ça veut dire effectivement moins de chauffage. Voilà. Se chauffer plus cher ou moins de chauffage ? Les deux, mais en général. Parce que en fonction de... Mais ce que je pense, c'est qu'il y aura très probablement des chèques, en France en particulier, des chèques chauffage qui seront un interventionniste de la puissance publique pour favoriser un lissage éventuellement. Mais après, s'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. S'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. S'il y a des décisions radicales de la Russie, c'est-à-dire de couper, comme ils viennent de le faire à tous les pays, 5 pays, alors là, si on allait voir, il faut aller voir, etc. Mais il y aura un problème, et donc le prix explose, et
il y aura un rationnement tout simplement par les quantités. C'est ce qui se passe pour le pétrole, c'est ce qui se passe quand le prix du pétrole explose. Donc il faut prévoir un rationnement en France du gaz pour les particuliers, les entreprises? Pas énorme, parce qu'on peut combler quand même. Enfin, je veux dire, la Norvège, tous les pays que j'ai cités tout à l'heure, ça comble pas mal. Alors nous, je ne sais plus à combien on était, on a fait l'étude il y a 3-4 mois, quand on parlait justement d'un embargo sur le gaz naturel russe, mais on en retrouvait que, si je me souviens bien, on retrouvait que 70 à 80% de la totalité. Donc il manquait entre 30 et 20% de la consommation de gaz lissée sur 5 ans, en gros. Voilà. Bon, et au global, sur la conjoncture macroéconomique, parce que quand même on a l'inflation qui continue, qui ne faiblit pas, on a la conjoncture économique qui se dégrade, on a eu les prévisions, là on en parlera juste après, de la Banque de France, qui sont moins bonnes pour la France, on a des banques centrales qui sont plus agressives, on l'a compris que prévu, on a des bourses qui sont au plus bas depuis le début de l'année. Quelles sont les raisons d'espérer là ? Sur le cycle mondial, franchement, le cycle mondial va s'affaisser inexorablement. Il y a juste un pays qui compte quand même, qui repart là actuellement, c'est la République populaire de Chine, depuis la mi-mai. C'est le seul pays qui peut envisager, alors c'est le seul pays d'ailleurs qui fait de la relance monétaire et budgétaire, c'est le seul, qui a une inflation à 2, donc il peut le faire. Dans les pays qui n'ont pas d'inflation, il y a quand même 2 pays importants, c'est la Chine et le Japon. Voilà, donc c'est les seuls d'ailleurs qui ont des marges de manœuvre de politique économique et qui là repartent aussi parce qu'ils ont eu la vague pandémique entre février et avril. Mais l'ensemble des indicateurs, effectivement, vous signalez l'inflation. Comme je le dis toujours, le pic d'inflation précède le pic du cycle à 6-7 mois, historiquement aux États-Unis. Si vous regardez les 13 récessions d'après-guerre, vous avez un pic d'inflation et en plus, le pic d'inflation moyen ou médian qui précède la récession, il n'est pas à 8,5, il est entre 6,5 et 7,5. Il est plus bas que le niveau actuel. Ouais. Donc c'est un peu plus problématique. Donc la récession, on y va tout droit. On y va tout droit à la récession ? Oui, je pense, mais ce qui sauve le cycle actuellement... Janet Yellen dit non. Elle dit que c'est pas inéluctable. Elle n'est pas là. C'est pas elle qui va dire on va vers une récession. Les secrétaires d'État au Trésor, c'est normal. C'est comme si Bruno Le Maire nous disait ah bah oui, on va vers une récession. Voilà, non, c'est pas envisageable. Voilà. Donc, ce qui nous sauve actuellement, c'est la dynamique de la reprise post-Omicron. C'est-à-dire tous les services, hôtellerie, tourisme, restauration, culture, etc. Le transport qui redémarre très fortement. Et puis les bilans des entreprises et des ménages sont bons, les bilans des banques sont solides, donc il n'y a pas les vecteurs un petit peu amplificateurs d'un cycle récessif. Mais on a un pic d'inflation, on a un puissant resserrement des conditions financières. Parler des marchés d'actifs risqués qui baissent, les spreads de crédit qui montent, les taux réels qui montent. Évidemment, c'est un problème. Et dans des économies archi-endettées et archi-financiarisées, c'est d'autant plus un problème. Vous avez également l'absence d'impulsion budgétaire nette dans le monde, à part la Chine. Dans le monde, l'impulsion budgétaire nette par rapport à l'an dernier est négative. Et puis vous avez des indicateurs... alors vous avez la guerre. Alors la guerre, c'est le prix des matières premières, mais c'est aussi l'incertitude géopolitique qui pèse sur la confiance des entreprises, des ménages, même si on a du mal à l'estimer. Et puis sur les indicateurs avancés du cycle américain, il y en a quelques-uns qui montrent quand même des... Ça se passe quand même bien aux États-Unis, pardon. Ils ont encore des créations d'emplois par centaines de milliers. Mais les créations d'emplois, ça va arriver après. Les créations d'emplois. Ce qu'il faut regarder... La consommation tient bien. Alors l'inflation, le pic d'inflation, les marges commencent à baisser. Pic des marges, c'est toujours un indicateur avancé de récession. La courbe des taux qui s'aplatit, voire qui s'inverse, c'est un indicateur. La baisse des marchés d'actifs risqués est un indicateur. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait quand même. Donc l'atterrissage en douceur de l'économie mondiale, vous n'y croyez pas pour vous? On ira non, en récession. oui, alors je ne dis pas que ça va être une très forte récession, ça ne va pas être Lehman Brothers, ça ne va pas être février-mai 2020 après le choc pandémique. Non, ça ne va pas être très puissant, mais c'est quand même plutôt quelque chose qui va frôler ou entrer dans la récession mondiale. Après, on ne sera pas à moins de 0 au niveau de la croissance mondiale, puisque la Chine fera quand même 5 l'année prochaine, l'Inde devrait faire 5 ou 6. Donc au niveau mondial, on ne sera pas à moins de 0. Même sur la moyenne annuelle de 2023, puisque ce qui est intéressant maintenant, c'est 2023. Je pense que le consensus qui est à 2% pour les États-Unis, 2% pour la zone euro, trop élevé. Je pense qu'il faudrait plutôt se baser sur 1,5, voire un petit peu en dessous. Ce ne sera pas la cata. Même si on a une récession technique sur 1 ou 2 trimestres. Oui, alors ça, c'est la définition européenne, mais la définition américaine, c'est le National Bureau of Economic Research qui le donne. Et lui, il se base sur un ensemble d'indicateurs mensuels, etc. Je voudrais juste te dire que parmi les indicateurs, ce n'est pas les créations d'emplois, c'est le taux de chômage. Le bas niveau du taux de chômage, c'est-à-dire le creux du taux de chômage... On est à 3,6, c'est ça. Bah oui, et d'ailleurs, il ne baisse plus, mais c'est un indicateur avancé
de récession. Pourquoi? Parce que historiquement, quand le taux de chômage est très bas, ça veut dire qu'il y a des tensions sur l'appareil de production, donc des pressions inflationnistes et donc un resserrement de la Fed. C'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Resserrement de la Fed qui peut mener ou pas à l'erreur de politique monétaire, tellement elle a été en retard et tellement elle doit accélérer avec des hausses de 75 Oui, mais elle est en retard, points de base. mais moi je ne veux pas trop critiquer la Réserve fédérale. On a des chocs Tu as quand totaux. même admis qu'elle aurait dû se bouger les Non, fesses mais ça, avant. c'est facile ex post. C'est ce qu'il a dit, Mais Jean Powell. ex Au moins, il l'a ante, dit déjà. On a ex ante où, je rappelle, au printemps 2020, on a plus de la moitié de la population mondiale confinée. C'est un truc qui n'est Non, on parle de jamais- 2021, pas 2020. 2021. D'accord, mais qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire Oui. de l'humanité. Et quel était le sentiment? Parce que moi, je pourrais ressortir les commentaires qui étaient faits au printemps 2020. C'était catastrophique sur le plan, même avec des conséquences systémiques. Tout ce qu'on racontait sur la baisse de la bourse qui allait rebaisser alors que le point bas était le 23 mars, le marché immobilier qui s'effondrait, tout ça s'effondrait. On était dans un discours systémique structurellement anxiogène. Donc elles ont dû surréagir, mais elles ont eu raison de le faire. Alors après, Mais là, elles ne peuvent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, en au 2000 contraire. alors, Aujourd'hui, c'est vrai, mais en 2021, au début 2021, moi je voudrais juste vous rappeler, avant le démarrage de l'inflation qu'on voit vers mars-avril, où effectivement on commence à il y a un peu plus d'un an, mais au début 2021, il y a énormément de scepticisme sur l'efficacité du vaccin. D'ailleurs, le taux de vaccination progresse très peu. Non, mais ça, c'est des trucs qu'on fait ex post. Hein, en mais oubliant ex un petit peu. ante, quand on regarde un peu, on s'aperçoit, et tout le monde, d'ailleurs, applaudit les plans de relance de Trump et de Biden, à la fois au plan budgétaire, au plan monétaire. C'est quand le pic d'inflation? Le pic d'inflation, c'est maintenant ou dans quelques mois? On est à quelques variables près. Nous, on est à 8,5, 8,6, 8,4. On y est là, on y est. On y reste ou on y est et ça redescend? Ah non, mécaniquement, au fur et à mesure. Mais alors ça redescend moins rapidement, selon nous, que le consensus. On est toujours plus élevé. Alors on n'avait pas prévu 8,5 en début d'année parce qu'on n'avait pas prévu la guerre, etc. Mais on était plus élevé que le consensus sur l'inflation. Là, on est encore à 7, 7,5 sur les États-Unis et la zone euro, alors que le consensus est plutôt autour de 6. Donc voilà. Mais à mesure que... À mesure que le temps avance, c'est-à-dire que si on ne prévoit pas de nouveaux chocs pétroliers, nouveaux chocs sur l'énergie, sur les matières premières. On vient de dire le contraire. Potentiellement, la Russie peut, cet hiver, cet automne, fermer les vannes Ah oui, du gaz. sur le prix du gaz européen. Parce que le prix du gaz n'est pas mondialisé. Ah, oui. Il est D'ailleurs, ce qui crée un désavantage comparatif bien sûr. pour l'industrie et pour l'économie européenne, puisque le gaz aux États-Unis, ça coûte que dalle, pardon de le dire comme ça, oui, non. et en Asie aussi. Et chez nous, c'est... Nous, on est perdants parce qu'on n'a pas du tout, parce que ça, c'est toute la stratégie allemande, mercantiliste allemande, d'avoir pas du tout réfléchi à aucune forme de souveraineté énergétique, alimentaire, technologique. On paye très cher, là, pour le On coup. paye très très cher. On est encore avec la mentalité bisounours du marché unique. Voilà, il suffit de délocaliser en Europe de l'Est, en Asie, et puis voilà. Les banques centrales, donc, elles montrent les dents, elles sont plus agressives. À mesure que le ralentissement va se faire sentir et qu'on va frôler la récession, elles feront machine arrière, elles lèveront le pied. Forcément, parce qu'elles seront aidées d'ailleurs par la désinflation, qui en glissement Le annuel. meilleur moyen, c'est terrible, que de casser l'inflation, c'est que la croissance soit à l'arrêt. C'est pour ça que je disais que le pic d'inflation est un indicateur avancé de la récession, parce qu'un processus de désinflation sans que ça heurte gravement le cycle économique, franchement, sur l'après-guerre, c'est extrêmement rare. Donc les marchés ont tort d'avoir peur de l'agressivité des banques centrales, puisqu'in fine, elles vont devoir dans les prochains mois... Sauf que le marché action ne price pas complètement la baisse l'implication sur les BPA. Alors il a beaucoup baissé. Par action. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup baissé. Il a baissé de plus de 20% dans le bear market. Donc le tarif moyen d'une récession sur l'après-guerre, c'est 26. Donc on pourrait se dire, on n'est pas loin, en quelque sorte. Sauf que là, dans ce cadre-là, l'impact que ça va avoir sur les BPA, plus le comportement des banques centrales, la prime de risque, qui aujourd'hui est structurellement, doit être plus élevée compte tenu des risques qu'on a sur l'inflation, la Banque centrale, la Russie, la guerre, etc., je trouve qu'il y a encore un potentiel de baisse. Pas énorme, mais enfin, il y a encore un potentiel de baisse sur le marché américain, de pas très éloigné de 10%, par exemple. Et européen? Pardon? Et sur le marché européen? Franchement, je crains fort que, d'ailleurs, historiquement, dans les bear markets, le marché européen fait moins bien que le marché américain. Donc le bear market n'est pas terminé? Non, le bear market, je ne pense pas qu'il soit terminé. On ne sait jamais, il peut y avoir de bonnes nouvelles en Ukraine ou je ne sais où, qui pourraient redonner de la confiance. Mais disons que je dirais qu'il faut quand même plutôt conserver une sous-pondération, mais ce qui n'empêche pas d'être actif, d'aller jouer des choses. Il y a des choses qui marchent très bien. Nous, on a joué oil and gas, ça a très bien marché. Oil and gas, c'est en hausse. D'ailleurs,
pourquoi les prévisions de résultats réussissent à se maintenir aux États-Unis? C'est parce que ça explose sur l'oil and gas. Ce n'est que 5% de la capitalisation boursière américaine, mais ça explose tellement à la hausse. Il y a un biais sectoriel. Donc, oil and gas, alors nous, ce qu'on préconise, c'est healthcare, la santé, par rapport à la consommation cyclique. On a préconisé les défensives par rapport aux cycliques. Elles sont un peu chères maintenant, donc on va réduire un petit peu. On a préconisé de revenir un petit peu sur la tech, progressivement, prudemment, mais le Nasdaq, lui, il n'a pas baissé que de 20%, il a baissé de plus de 30%, et les prévisions de BPA sont devenues à peu près correctes, et puis surtout, la valorisation, le discount historique du Nasdaq s'est complètement effondré. Il y a des valeurs qui, dans le Nasdaq, ont baissé de 60-70%. Donc, voilà, donc il faut revenir un petit peu. Et sur le CAC 40, en termes de valo, est-ce que, parce qu'on price encore une hausse des bénéfices par action, si on a une récession, c'est pas sûr du tout qu'on ait des hausses de bénéfices? C'est pour ça, je disais tout à l'heure, la fragilité technique, si je regarde les fondamentaux directs du marché action, c'est probablement les révisions de BPA à la baisse qui va avoir. Alors ça, c'est fera mécaniquement remonter la valorisation. Voilà. Alors il y a, sous réserve de ce qu'on dit sur oil and gas, puisque évidemment, il y a aussi du Total Energy, c'est probablement Enfin, je n'ai pas regardé précisément, mais depuis un an, ça doit être une des meilleures performances, je pense, très, très largement du CAC 40. Donc, il y a ça à tenir compte, mais il est bien évident que quand il y a retournement du cycle, il y a des révisions baissières et révisions de la guidance, déjà, qui annoncent souvent les profit warnings, qui sont souvent en avance. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les analystes financiers, en général, en phase de retournement, ils ne font pas de paris macro. Eux, ils ne sont pas macroéconomistes. Et donc, ils suivent un secteur et ils suivent principalement les cycles du secteur ou ce que racontent les boîtes. Mais ils ne font pas de paris macro. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours un délai entre ce que prévoient les analystes et la réalité économique. On finit là-dessus, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui peut stabiliser les marchés boursiers? Qu'est-ce qu'il faut comme nouvelle? Non pas pour le faire rebondir, mais au moins... L'Ukraine, une négociation, ou des discours plus apaisants de Poutine, voilà, ou une rencontre. À court terme, c'est pas ce qu'on voit. Non, c'est stabilisation, je dirais. C'est pas dégradation ni amélioration, c'est stabilisation. Donc ça pèse sur la prime de risque. Sinon, ce serait des chiffres d'inflation un petit peu meilleurs au cours des prochains mois, qui surprennent. Il y en a eu un aux États-Unis. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit que le consensus. Alors comme le consensus est toujours en retard, donc il va relever, il va être excessif à un moment donné. Il faut essayer de capter cet excès. C'est-à-dire que si c'est au mois de septembre, octobre, non, il va peut-être prévoir 8,7% d'inflation, on va avoir 8,2%, et le marché va très très bien. Et ça, et la moindre réflexion de politique monétaire, uniquement au niveau de la forward guidance, je ne parle pas au niveau des décisions, parce que les décisions sont pricées, mais ne serait-ce qu'une nuance, soit dans le communiqué de la Fed, soit à l'occasion d'un discours de Powell, ça peut... Ça enverra un message bullish. Ça enverra un message relatif bullish par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Bon, très bien. Le téléphone, il faut y aller maintenant, Jean-Pierre. C'est terrible, le téléphone. En tout cas, merci de passer nous voir. Jean-Pierre Petit, donc président des Cahiers Verts de l'économie, qui vient au moins une fois par mois nous voir maintenant. Absolument. Merci de passer nous voir. J'espère venir le mois prochain, mais je ne sais pas si... On sera là. Très bien. Allez, salut. À bientôt.